12 heures dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Pas de cours à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants au front depuis ce matin. Des affrontements sont notés entre pensionnaires et forces de l'ordre. Ignace Dey à suivre en direct dans cette édition d'information. Supposée exclusion de Amadou Ba de la coordination des Parcelles Assainies de l'Alliance pour la République. Les proches du ministre des Affaires étrangères réagissent, dénoncent ce qu'ils appellent un complot orchestré sur le dos de leur coordonnateur par des irresponsables encagoulés et accusent la ville de Dakar des querelles politiques qui minent le parti au pouvoir, selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques Maurice Soudieck-Dione, qui sera l'invité de la rédaction. Raréfaction des terres agricoles, la zone des Niayes affectée, l'agriculture est aujourd'hui menacée, alerte le coordonnateur de l'association de l'Union des maraîchers des Niayes, Mamadou Ndiaye il se nomme. Il dénonce l'urbanisation et l'installation des sociétés minières, appelle à un diagnostic de la problématique foncière dans la zone des Niayes. Sa réaction à suivre dans ce 12 heures. L'actualité internationale sera de mise. La page sport sera l'affaire de Odine Minklan. La revue de presse de Adja Ndeye Mariam Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Lune Badara Sossé. Les détails c'est après. Je vous dis bonjour et bienvenue. Pas de cours à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants au front depuis ce matin. Des affrontements sont notés entre pensionnaires et forces de l'ordre. Ignace Dey, bonjour. Bonjour Babacar. Quelle est la situation à l'université Assane Seck de Ziguinchor? Oui, la situation reste tendue en ce moment et vous l'avez dit, vous avez même décrit la situation. Non seulement il n'y a pas cours ce matin à l'université Assane Seck, mais la tension est très vive en ce moment au niveau de l'université où les étudiants sont en train de bander les muscles avec les forces de l'ordre. La police qui est même débordée. Il y a la gendarmerie qui vient en renfort avec en tout cas des camions d'éléments de la gendarmerie qui sont là au niveau de l'université pour venir en renfort avec des étudiants surexcités qui sont en train en tout cas d'en découdre avec ces forces de l'ordre. Et ce matin, ils ont même brûlé des pneus dans certaines artères de la ville de Ziguinchor comme à Santhiaba. Et puis ils ont ouvert plusieurs fronts du côté de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Eh bien, ces étudiants sont fâchés, très fâchés parce qu'ils réclament en tout cas l'achèvement des chantiers qui sont à l'arrêt à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Pour ces étudiants, difficile de suivre les cours dans ces conditions. Et puis les chapiteaux qui sont construits pour abriter ces étudiants ne sont pas achevés également et ces étudiants ne sont pas du tout contents de cela. Ils réclament, ces mêmes étudiants, l'extension du restaurant mais également de la bibliothèque au niveau de l'université. Un chapelet de doléances brandi par ces étudiants qui disent en avoir marre vraiment des promesses en tout cas formulées par les autorités et puis des chantiers qui sont toujours à l'arrêt. Pour le moment, la tension est vive ici, la situation est très tendue. Au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants sont même arrêtés, nous dit-on. Nous n'avons pas encore la confirmation, mais ce qui est sûr, c'est que ces étudiants ont ouvert plusieurs fois, n'ont pas fait cours ce matin et sont en train d'en découdre avec les forces de l'ordre. Babacar. Merci à vous, Ignace Dey. Parlons politique. Supposée destitution de Amadou Ba de la coordination de l'Alliance pour la République des Parcelles Assainies. Les proches du ministre des Affaires étrangères réagissent, parlent de complot orchestré sur le dos de leur coordonnateur et accusent ce qu'ils appellent des irresponsables encagoulés animés par la ville de Dakar. L'adjoint au maire des Parcelles Assainies, Lamine Diagne, se veut clair. La destitution ne peut être actée que par le chef du parti Macky Sall. Amadou Ba reste et demeure le coordonnateur de l'APR aux Parcelles Assainies. Lamine Diagne réagit ici au micro de El Hadji Moussa Thiam. Ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies n'était que du tapage médiatique, rien que des calomnies et du saupoudrage émaillait leurs propos. Il faut préciser que le ministre Amadou Ba symbolise la fidélité et la loyauté envers le président de la République. Hier, c'est un coup monté et orchestré par certains responsables de l'APR tapis dans l'ombre. Je voudrais préciser à cet effet que la destitution de Amadou Ba de ce poste revient à celui qui l'a nommé, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République. Et dire que Amadou Ba travaille pour son propre compte, c'est quelque chose de faux. Ils ne pourront jamais apporter des preuves. Ils ont oublié que Amadou Ba a gagné les élections référendaires au niveau des parcelles. Ils ont oublié que Amadou Ba a gagné les élections législatives au niveau des parcelles. Ils ont oublié que Amadou Ba a gagné les élections présidentielles au niveau des parcelles et pour le compte du Président de la République.
Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils cessent d'envenimer la situation. Il faut qu'ils cessent de faire des complots au sommet de l'État. Et aujourd'hui, nous, les Parcelles Assainies, nous demeurons et resterons toujours fidèles à Amadou Ba et à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est une honte. Des responsables dire que Amadou Ba, ça c'est une honte. Et que nous dirons à Macky Sall de faire arrêter ces responsables-là, car ils sont en train de polluer l'atmosphère politique au niveau des Parcelles Assainies. Nous disons non et nous resterons toujours fidèles. Des querelles de positionnement et de leadership qui minent le parti APR aux Parcelles Assainies. C'est le ministre Amadou Ba qui est souvent accusé d'avoir des ambitions de succéder au président Macky Sall qui est indexé. Cette guéguerre risque de porter un coup dur au parti présidentiel. C'est l'avis en tout cas du docteur Maurice Soudieck-Dione, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. C'est des contradictions qui renvoient à la problématique de la succession politique et à une succession politique problématique. Vous voyez bien qu'il y a une constante qui est le rejet de toute forme de dualité au sommet et une construction du régime autour d'un pouvoir présidentiel fort et centralisé. Vous avez pu remarquer qu'il y a eu un évincement de tout ce qui était soupçonné d'avoir des velléités de concurrencer le leadership du président Sall, Alioune Badara Cissé, qui a été ministre des Affaires étrangères, Madame Aminata Touré, qui a été Premier ministre, notamment avant qu'elle ne revienne aux affaires. Aujourd'hui, c'est le ministre Amadou Ba qui est accusé, stigmatisé. Il a eu à diriger la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar lors des législatives de 2017 et a participé à la victoire à la présidentielle de 2019. Donc aujourd'hui, c'est celui qui est désigné comme étant l'homme dont les ambitions réelles ou supposées gênent le président Macky Sall. Son ministère, qui est le ministère de l'économie et des finances, a été scindé en deux, finances et budget, économie, plan et coopération. Au ministère des Affaires étrangères également, il est pratiquement invisible, noyé par le président, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des ministres des Affaires étrangères présents, médiatisés. Et aujourd'hui, le président est sur tous les fronts. Il a supprimé le poste de Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères est éclipsé. En plus, s'il doit y avoir des accusations de complot réel ou imaginaire, je crois que ces conditions-là créent un climat délétère qui est impropice au travail, d'autant plus que le président a répondu de façon ambiguë à la question de la troisième candidature et par ni oui ni non, et c'est peut-être cette réponse qui suscite toutes ces supputations autour de la question. À l'instant, Dr Maurice Soudieck-Dione, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, sera l'invité de la rédaction. L'info, c'est aussi les terres agricoles, notamment dans la zone des Niayes, qui se raréfient et cela constitue une menace pour l'agriculture moteur de la croissance, l'alerte du coordonnateur de l'association des unions maraîchers des Niayes. Mamadou Ndiaye dénonce l'urbanisation et l'installation des sociétés minières, notamment dans la zone des Niayes. Il prône le diagnostic de la problématique foncière dans cette zone. Hapsel Manouane. Dans la zone des Niayes, un constat s'impose. Les terres se raréfient, comme le confirme le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, Mamadou Ndiaye, qui dénonce entre autres la forte urbanisation. Aujourd'hui, les terres se font très rares dans la zone des Niayes, parce que la zone des Niayes, du point de vue économique, nous savons qu'aujourd'hui c'est une zone presque dominance culture maraîchère, mais aussi culture fruitière. C'est à ce titre que donc la zone des Niayes aujourd'hui est presque une zone très convoitisée par beaucoup d'acteurs. Nous avons noté aujourd'hui au niveau de la production agricole, seulement les producteurs sont en train de faire une extension de leurs parcelles, mais en plus de ces extensions des producteurs, il y a aussi une forte urbanisation et d'une manière anarchique qui est en train de s'imposer du côté de la région de Dakar. Donc là, on a perdu complètement des terres agricoles qui sont très importantes pour améliorer notre productivité et assurer notre sécurité alimentaire.
agroalimentaire. La région de Thiès aujourd'hui est en train de subir la menace de l'implantation des sociétés minières, les ICS, GCO. Il tire la sonnette d'alarme. Le problème que ça va poser, c'est que les terres agricoles vont disparaître. Et quand les terres agricoles vont disparaître, donc les producteurs, et le Sénégal d'ailleurs, tout le monde va y perdre parce que nous ne pourrons plus produire, mais aussi les Sénégalais n'auront plus de légumes frais. Selon le coordonnateur de l'AIUMEN, il faut impérativement le diagnostic de la problématique foncière dans cette zone pour sauver l'agriculture. Notamment les différentes contraintes et les défis. Recenser les positions des différentes catégories d'acteurs concernés. Ensuite, passer en revue les différentes initiatives et les données antérieures de concertation et d'harmonisation sur les questions foncières. Parce que toutes les affectations qui se font en général, c'est non concerté. Et il faut aujourd'hui faire en sorte que toutes les affectations soient des affectations concertées avec les populations locales, mais aussi avec les institutions locales. Ça ne ferait que faire gagner tout le monde. D'après le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, il faut impérativement préserver cette zone économiquement et socialement, car selon lui, 60% des légumes proviennent de cette zone et 80% de l'exportation du Sénégal en fruits et légumes également. Habs Ilmanouane, occasion saisie pour s'intéresser du domaine public et privé de l'État que recouvrent ces notions. La réponse avec l'inspecteur des domaines des impôts et domaines en charge du bureau des études des projets et réformes de la direction des domaines, Mamadou Wansal, que nous écouterons d'ici la fin de cette édition d'information. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire dévoile sa lettre de politique sectorielle de développement pour la période 2020-2024. Un budget de 127 milliards de francs CFA sera nécessaire pour l'élaboration des différents programmes dans le cadre du budget programme désormais de mise dans tous les ministères. Celui de la microfinance n'entend pas être en reste. C'est dans ce cadre qu'un atelier de validation technique de la lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire s'est tenu ce lundi à Djifatou Bari. Depuis le 1er janvier 2020, le budget programme est en vigueur conformément aux principes de la loi organique relative aux lois des finances. C'est en ce sens que le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a présenté sa lettre de politique sectorielle 2020-2024. Zahra Iancham est à la tête du ministère. De budget moyen, nous passons à des budgets de programme avec des orientations clairement définies qui sont déclinées en actions et en activités. Il nous faut, si nous voulons être efficients, partir d'un référentiel sur une durée. Près de 127 milliards de nos francs CFA seront dégagés pour couvrir toute cette période et pour arriver à des résultats probants, une concertation avec les différents acteurs est nécessaire de l'avis de la ministre. Nous avons fait des tournées au niveau des différentes régions pour recueillir l'avis des bénéficiaires et des acteurs qui sont autour de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en validation, pré-validation technique. Le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire recouvre différents domaines et donc différents profils, d'où la nécessité d'harmoniser les règles juridiques. Aujourd'hui, vous pouvez voir des acteurs de l'économie sociale solidaire, mais qui ne le sont pas formellement. Donc, comment est-ce qu'il faut arriver à cela? Comment est-ce qu'il nous faut arriver à l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale solidaire? Quels sont les moyens qu'il faut pour justement atteindre tous ces objectifs dont on peut dire de manière globale, c'est pour promouvoir l'économie sociale solidaire, mais c'est pour également renforcer le développement du secteur de la microfinance. C'est ce qui est contenu dans le document. Le ministère de la microfinance prône ainsi l'encadrement et la régularisation du secteur, ceci pour assurer à tous un accès durable aux services financiers et non financiers. Reparlons des domaines publics et privés de l'État que recouvrent ces notions. La réponse avec l'inspecteur des impôts et domaines en charge du bureau des études des projets et réformes de la direction des domaines. Mamadou Wansal, il est joint par Habs Ilmanouane. En fait, le domaine public est opposé au domaine privé.
mais c'est deux composantes du domaine de l'État, qu'on appelle le domaine de l'État. Parce que l'article 1er de la loi 76-66 du Code du domaine de l'État pose comme principe que le domaine de l'État comprend à la fois le domaine public et le domaine privé. Le domaine public s'entend des biens qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. Il y a le domaine public naturel, le domaine public artificiel, la mer, les cours d'eau navigables, non navigables, le domaine public artificiel, les routes, les ports, les ouvrages, tout ce qui n'est pas... En fait, le domaine public est opposé au domaine privé, mais c'est deux composantes du domaine de l'État, qu'on appelle le domaine de l'État. Parce que l'article 1er de la loi 76-66 du Code du domaine de l'État pose comme principe que le domaine de l'État comprend à la fois le domaine public et le domaine privé. Le domaine public s'entend des biens qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. Il y a le domaine public naturel, le domaine public artificiel, la mer, les cours d'eau navigables, non navigables, le domaine public artificiel, les routes, les ports, les ouvrages, tout ce qui n'est pas susceptible d'appropriation privée. Par contre, l'État a son domaine privé à lui, qui s'entend des droits mobiliers et immobiliers qui lui appartiennent. Les terres du domaine privé de l'État, tout comme par exemple les véhicules AD que vous voyez, font partie du domaine privé de l'État. Donc, en résumé, il s'agit de deux composantes du domaine de l'État. L'une des composantes est insusceptible d'appropriation privée. L'autre composante comprend les biens qui peuvent être cédés, qui peuvent être consentis en droit au bail ou en divers autres droits titres d'occupation. En résumé, c'est la distinction qu'il faut faire entre ces deux domaines. Qu'est-ce qui le distingue justement du domaine privé, je veux dire des citoyens, si je peux dire? Le domaine privé des citoyens. Ah, d'accord. Vous parlez de domaine privé. En fait, en réalité, on ne considère pas la domanialité privée des citoyens. Donc, le domaine privé s'entend du domaine privé de l'État. Maintenant, les citoyens ont des droits qui leur sont concédés, qui peuvent aller jusqu'au titre foncier, donc la pleine propriété. D'accord? Et ces droits-là peuvent être également, de la même manière qu'on considère l'État comme une personne, on peut considérer également le citoyen comme une personne. Un véritable calvaire, c'est ce que vivent les Dakarois à cause des embouteillages et occupations anarchiques de la voie publique, la mobilité réduite, des véhicules parfois bloqués. Les conséquences sur le plan économique ne manquent pas. Les chauffeurs de taxi voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Les efforts consentis par l'État pour régler ce problème sont loin d'être suffisants, estiment les Sénégalais rencontrés par Fatoumata Diallo. Reportage. Les embouteillages, cet encombrement de la circulation réduisant la vitesse des véhicules sur la voie, est devenue insupportable chez les usagers. En effet, une situation infernale que vivent les Dakarois. Professeur dans un institut de la place, à cause de ces embouteillages, M. Ndao est obligé de déménager afin d'arriver à l'heure à son lieu de travail. En fait, je quittais vers Banlieue, mais j'étais obligé de me déménager vers ce parage-là à cause des embouteillages. Voilà, qui nous retarde. À la place de 20 minutes, on fait 1 heure de temps quand même pour arriver à destination. Parce que maintenant, je me réveille un peu plus tôt, je quitte à la maison un peu plus tôt que d'habitude. Résident à Thiaroye Azur, Pape Ndiaye se lève à 5 heures du matin pour ne pas arriver en retard. Et le coût du transport, n'en parlons même pas. Les embouteillages, ça commence depuis à l'entrée de Pékin jusqu'à Padoua. Pour arriver, vraiment, c'est dur. Chaque jour, je me réveille à 5 heures du matin pour venir travailler à 8h ou 8h30 pour le transport. Je prends le Dakar Demtik ou les Tata de 77 chaque fois. Trouvé en pleine circulation, ce taximan fustige ses embouteillages, mais également leurs chiffres d'affaires sont revus à la baisse. La construction d'autoponts est l'une des causes qui explique ces embouteillages, soutiennent nos interlocuteurs. Ainsi, l'État du Sénégal fait de gros efforts pour régler le problème de la mobilité urbaine, mais qui sont loin d'être suffisants. Diallo, 12h19 dans les rues de Dakar. GMT plus 2, si vous êtes au Soudan, vous pouvez nous écouter via www.surfmsenradio.com. Sud International. Et nous allons parler de l'épidémie du coronavirus. Le bilan mondial de l'épidémie a dépassé le cap des 3000 morts. La Chine a annoncé ce lundi 42 nouveaux cas de décès dans la province de Hubei, dans le centre de la Chine, épicentre de l'épidémie. 87 470 cas de contamination sont aussi enregistrés. Au Soudan, pas moins de 50 ambassadeurs et une soixantaine de diplomates nommés par l'ancien régime d'Omar el-Bashir ont été limogés ce week-end
africaine, le comité mis en place par les autorités de la transition a aussi licencié une vingtaine de cadres du ministère des Affaires étrangères. L'ancien ministre et conseiller de l'ex-chef de l'État, Moustapha Ousmane Ismaïl, ainsi que l'ancien haut responsable des services de renseignement, Moutrif Sidik, avaient déjà été remerciés, de même que les conseils d'administration de la Banque centrale et d'une dizaine d'établissements bancaires publics, ainsi que les fidèles de l'ancien régime qui officiaient encore à la radio-télévision. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra jeudi en Russie pour discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine de l'escalade des tensions dans le nord-ouest de la Syrie, où Ankara mène une offensive contre le régime de Damas soutenu par Moscou. Ce déplacement intervient alors que les relations entre Ankara et Moscou se sont dégradées ces dernières semaines à cause de la situation en Syrie. Parlons sport. Et c'est avec vous, Odile Minklan, bonjour. Bonjour Babacar. Football, championnat national, on boucle la 12e journée de la Ligue 2. Cet après-midi, Demba Diop FC reçoit Duc à 17h au stade Caroline Faye. Tournoi UFOA A chez les dames. Fin des phases de poule ce lundi au programme Guinée-Bissau-Mali au Stadium Beau City à 16h. À la même heure, Gambie joue contre Libéria au Stadium Makeni. Le vainqueur de cette rencontre affronte le Sénégal en demi-finale. Parlons de tennis pour boucler cette page des sports avec la qualification d'Ibrahima Diaw aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. La Fédération sénégalaise de tennis de table sollicite l'aide de l'État pour bien préparer Ibrahima Diaw, le seul Sénégalais qualifié de la discipline pour les Jeux Olympiques. Voici le président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, Pape Antchoumane Diagne. Notre joueur Ibrahima Diaw, numéro 1 sénégalais, s'est qualifié brillamment pour les JO de Tokyo. Effectivement, maintenant, il s'agit de voir comment assurer une très bonne préparation. Il bénéficie d'une bourse déjà olympique, ça c'est d'un. Mais nous souhaiterons également que l'État du Sénégal nous accompagne pour pouvoir avoir des résultats. Je pense que c'est un professionnel et il s'organise en conséquence pour être au top le jour J. Mais il a besoin effectivement d'un bon encadrement, il a besoin d'être soutenu par l'État du Sénégal. Et je pense que nous comptons beaucoup sur l'appui du ministère et du CONOS. C'est le seul pongiste sénégalais. C'était là les propos du président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, Pape Antchoumane Diagne. C'est cet élément qui met un terme à cette page des sports, Babacar. Merci à vous, Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du docteur Maurice Soudieck John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Sujet du jour, les querelles de positionnement et de leadership qui minent le parti APR aux Parcelles Assainies. Et c'est le ministre Amadou Ba qui est souvent accusé d'avoir des ambitions de succéder au président Sall qui est indexé. Cette guéguerre risque de porter un coup dur au parti présidentiel. C'est l'avis du docteur Maurice Soudieck John. Il est joint par Ndeye Mariam Diaye. Nous sommes avec le docteur Maurice Soudieck John. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences politiques. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder le cas Amadou Ba au sein de l'APR. Il est souvent accusé de manœuvres et actes de sabotage qui peuvent fragiliser l'APR. Eh bien, une partie des militants de l'APR aux Parcelles Assainies en Assemblée générale a même parlé de sa destitution. Selon vous, que vous inspire le cas Amadou Ba au sein de l'APR? Je pense que c'est des contradictions qui renvoient à la problématique de la succession politique et à une succession politique problématique. Vous voyez bien qu'il y a une constante qui est le rejet de toute forme de dualité au sommet et une construction du régime autour d'un pouvoir présidentiel fort et centralisé. Vous avez pu remarquer qu'il y a eu un évincement de tout ce qui était soupçonné d'avoir des velléités de concurrencer le leadership du président Sall, Alioune Badara Cissé, qui a été ministre des Affaires étrangères, Madame Aminata Touré, qui a été Premier ministre, notamment avant qu'elle ne revienne
aux affaires. Aujourd'hui, c'est le ministre Amadou Ba qui est accusé, stigmatisé. Il a eu à diriger la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar lors des législatives de 2017 et a participé à la victoire à la présidentielle de 2019. Donc aujourd'hui, c'est celui qui est désigné comme étant l'homme dont les ambitions réelles ou supposées gênent le président Macky Sall. Son ministère, qui est le ministère de l'économie et des finances, a été scindé en deux, finances et budget, économie, plan et coopération. Au ministère des Affaires étrangères également, il est pratiquement invisible, noyé par le président, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des ministres des Affaires étrangères présents, médiatisés. Et aujourd'hui, le président est sur tous les fronts. Il a supprimé le poste de Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères est éclipsé. En plus, s'il doit y avoir des accusations de complot réel ou imaginaire, je crois que ces conditions-là créent un climat délétère qui est impropice au travail, d'autant plus que le président a répondu de façon ambiguë à la question de la troisième candidature et par ni oui ni non, et c'est peut-être cette réponse qui suscite toutes ces supputations autour de la question. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où, dans d'autres régions, les responsables de l'APR appellent à l'unité, ce n'est pas le cas aux Parcelles Assainies. Est-ce que cette situation ne va pas porter un coup dur au parti présidentiel? Naturellement, cela va porter un coup dur au parti présidentiel parce que si vous interrogez quelque peu l'histoire politique du Sénégal, tous les partis ou toutes les coalitions au pouvoir qui ont chuté et qui ont perdu le contrôle de l'appareil d'État ont eu à connaître des défections, des scissions depuis le Parti socialiste avec le départ de Moustapha Niasse et de Djibo Leyti Ka jusqu'à Maître Abdoulaye Wade avec les départs successifs d'Idrissa Seck, de Macky Sall, mais avant également de tous ses alliés, de ceux-là qu'il avait portés au pinacle, notamment ses alliés des partis de gauche. Donc on voit que lorsqu'un parti est dans cette logique-là, c'est le début de la décadence parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas poser le problème de la succession puisque la charte fondamentale limite le nombre de mandats qu'on peut avoir à 2 et qu'en plus, nul n'est éternel, donc on ne peut pas ne pas être dans un schéma de succession après avoir exercé, obtenu 2 mandats. Et maintenant, à qui profite cette dissension donc au niveau de l'APR? Je crois que cette dissension, je me demande à qui elle profite, parce que si le président est à son dernier mandat, ça veut dire que en réalité, ça ne lui profite pas, en principe, puisqu'il en est à son dernier mandat. Ça veut dire donc que M. Amadou Ba est certainement écarté des schémas de la succession. Mais au nom de quoi serait-il écarté, a priori, du schéma de la succession, dès lors qu'il est un responsable du parti et qu'il a participé comme d'autres? Je crois que c'est une question que le peuple sénégalais doit trancher, mais que ceux qui ont leurs ambitions, on ne peut pas leur dire que vous n'avez pas le droit d'en avoir. Est-ce qu'ils doivent être pour autant renvoyés du parti? Ça, c'est une cuisine interne, mais de toute évidence, ces contradictions au sein de l'APR rejaillissent sur le climat et sur le travail gouvernemental, alors que le président a été élu sur la base d'un programme qu'il est tenu d'exécuter. Mais si ces contradictions-là continuent, c'est comme si la gestion de l'APR avait un impact négatif sur la conduite des affaires de l'État. Docteur Maurice Soudieck-Dione, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. 4e édition du festival Funankaf à Sindian. L'événement est prévu ces 7 et 8 mars à Sindian. Voici justement Souleymane Badji, l'initiateur de l'événement, qui revient sur le thème, le programme et les objectifs visés par ce festival. Le concept Funankaf était au début la célébration d'un anniversaire. En revanche, la 4e édition est devenue un phénomène social, car ça implique toute la jeunesse de la Casamance et toutes les femmes du monde. En effet, le thème porte sur la jeunesse et emploi.
Mais aussi, le lendemain, le 8 mars, nous allons célébrer la sacralité de la femme. Un être qui nous a tout donné. Donc notre devoir est de leur rendre hommage. Je pense que pour qu'un pays se développe, il faut une jeunesse bien formée. Oui, et leur créer des emplois, puis le respect des femmes. Bon, donc le 7 mars, on aura comme programme, à partir du matin, 9h, on aura installation, donc des invités. À partir de 10h, on aura une conférence qui porte comme thème jeunesse et emploi. Donc à partir de 16h, on aura la danse des masques, en tout cas, oui, avec les Ekumpé, Agomala, etc. Donc à partir de 22h, on aura un très grand show comme titre Funakaf Show. Le lendemain, on aura un kermesse avec les enfants. Projection de films documentaires sur l'évolution des droits des femmes au Sénégal de 1960 à nos jours. Le film documentaire a été réalisé par le journaliste-réalisateur Cheikh Adramé Diop, et ceci en partenariat avec le ministère de la Femme et l'ONU Femmes. La cérémonie de projection de ce film aura lieu ce 4 mars 2020 à partir de 16h au musée des civilisations noires. Justement, voici Cheikh Adramé Diop qui nous parle de ce film. Ce film intitulé Sur le chemin des droits des femmes est un film documentaire qui parle de l'évolution des droits des femmes au Sénégal de 1960 à nos jours. Pourquoi un film qui retrace l'évolution de ces droits? C'est parce que notre pays a 60 ans d'existence en termes, c'est-à-dire d'indépendance. Donc il est important de s'arrêter un instant pour dire qu'est-ce que nous avons fait dans tel secteur. Nous avons choisi cette fois-ci les droits des femmes. Vous savez, il y a des femmes qui se sont battues, énormément battues, pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais lorsque notre pays a eu son indépendance, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué le mouvement à travers effectivement des associations, à travers des organisations de femmes. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de dire qu'il est important donc non seulement de faire ce bilan pour rendre hommage aux femmes sénégalaises, aux femmes africaines, mais également pour les dire merci beaucoup, ce que vous avez fait pour notre pays mérite d'être valorisé et donc mérite également qu'on le porte au niveau national et international. Mais aussi permettre à la jeune génération, surtout aux jeunes filles, de s'inspirer du travail qui a été effectué par ces pionnières et voir comment ils vont reprendre effectivement le flambeau pour continuer le mouvement, aller en tout cas dans le sens de la protection et de la promotion de ces droits. Et tout le monde actuellement au niveau des Nations Unies et pratiquement à travers plusieurs organisations nationales comme internationales travaille dans le cadre du passage donc du témoin, c'est-à-dire l'intergénérationnel, pour permettre en tout cas à ces jeunes d'avoir des outils qui leur permettront donc de continuer le mouvement. Et nous les avons également donné une matière à réflexion, une matière à conversation pour au moins aller de l'avant, mais surtout aller dans le sens, en tout cas non seulement de préserver ses acquis, mais surtout de continuer le mouvement avec d'autres défis, avec d'autres enjeux. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Ça arrive un moment où on s'arrête pour des raisons quelconques, en tout cas pour des raisons de toute façon. Mais c'est la vie, c'est le cours normal en tout cas de la vie. D'autres viendront pour continuer le mouvement. C'est le moment effectivement pour les jeunes de continuer ce mouvement-là, aller de l'avant et voir ce qu'ils peuvent également proposer pour les générations à venir. Voilà en gros en tout cas l'objectif et les orientations de ce film-là, et que ce film, nous l'avons réalisé depuis pratiquement 2 ans, 3 ans maintenant. On a fini, on prépare le lancement au musée des civilisations noires pour le 4 mars prochain. Et nous avons réalisé ce film en collaboration avec le ministère de la Femme, avec ONU Femmes, c'est-à-dire qui est une entité des Nations Unies.
Et dans ce film, en tout cas, plusieurs choses ont été effectivement évoquées, notamment les acquis, les défis, les enjeux, mais surtout les contraintes qui existaient en tout cas et qui ont été en tout cas des obstacles à l'atteinte de ces objectifs-là. Et puis Bocuse d'Or 2020 et puis Bocuse d'Or Sénégal, retenez qu'Amadou Badji, Mbaye Samba et Younes Salomon remportent les trophées. Ces 3 cuisiniers vont représenter le Sénégal au Bocuse d'Or Afrique qui aura lieu le 21 juin prochain à Marrakech. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Bokki benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jotali xabaar yi.